Bienvenue dans Stream of Thoughts, le nouveau format de programme public du Kingston Festival des Arts. Stream of Thoughts est un programme de rencontre qui accompagne l'entièreté du festival. En raison de la pandémie et d'une conscience collective accrue des disparités affectant les différentes parties du monde, le festival propose des rencontres ayant une portée globale, ancrées par contre dans différents contextes locaux. Afin de répondre à la situation présente, Stream of Thoughts est proposé en ligne, gratuitement, et accessible partout dans le monde, aussi bien en direct qu'à travers une archive digitale une fois que le talk est terminé. La série réunit des invités à Bruxelles et bien au-delà. Et bien que comportant des résonances avec divers projets artistiques, ce programme discursif se veut autonome, tissé de perspectives issues du monde artistique, académique, activiste et littéraire, respectant ainsi la richesse résultant des contaminations entre ces différentes disciplines. Pour ce troisième épisode de Stream of Thoughts du Kingston Festival des Arts 2021, l'artiste Pélagique Baguidi analyse les thèmes du troc et de l'échange qui sont au centre de Zone de Troc 2, son projet artistique présenté tout au long du mois de mai sur la place Sainte-Catherine. En conversation aujourd'hui avec la commissaire et autrice Lisette Lagnado. Ensemble, elles analysent la pratique artistique de Pélagie, la réflexion sur le troc comme politique de relations et sa centralité en temps de la pandémie, à la fois comme forme de survie économique et de rencontres ponctuelles avec celles que l'on ne connaît pas face à l'isolement de ces derniers mois. Je serai dans le chat en utilisant le nom Eric Kiuzuzo. Rejoignez-moi, réagissez à la conversation et posez vos questions dans ce même chat pendant la diffusion en direct et ces questions seront partagées avec nos intervenantes. Je donne maintenant la parole à Lisette et à Pélagie. Bon live stream. Merci, Eric. Je suis honorée d'être parmi vous. Nous sommes le 13 mai 2021 et c'est un jour de réflexion. Nous sommes au 133e anniversaire depuis l'abolition incomplète de l'esclavage au Brésil. Et je dis que c'est une abolition incomplète, car jusqu'à présent, il n'y a eu ni justice, ni réparation. Bien au contraire, des nouvelles formes d'esclavage moderne ont été inventées par les élites blanches. J'aimerais vous dire que j'ai fait la connaissance de Pélagique Baguidi à plusieurs reprises différentes. La première fois en 2017, lorsque j'ai visité la Documenta 14. J'étais avec un de mes étudiants afrodescendants, queer, brésiliens. Tout à coup, je perçois que nous nous sommes perdus l'un de l'autre. Je retourne sur mes pas dans la New Gallery et je retrouve Vodaraya en pleurs devant le code noir. La seconde fois, je suis à Bruxelles pour une de ces visites typiques de commissaire de biennale et nous avions fixé un rendez-vous. Je suis reçue chez elle avec une table magnifique au fond d'un jardin. Et c'est à peine si j'ai pu entrevoir en passant par le studio les centaines de dessins et de toiles. La troisième rencontre ne finit pas de se déployer. Il s'agit de la relation que nous construisons depuis lors. Néanmoins, c'est comme une sœur que j'ai toujours connue. Il serait artificiel d'essayer de fixer une origine, car le temps entre nous a la tournure de la spirale. Donc, la présentation que j'aimerais faire aujourd'hui sera une petite lecture accompagnée de quelques questions. Ces questions peuvent être aussi bien répondues que tout simplement jetées au large. Et je voudrais parler dans ce deuxième volet de ma présentation de la participation de Pélagie à la 11e édition de la Biennale de Berlin. Et vous dire qu'au départ,
il nous a fallu d'abord s'adapter à une succession de demandes infructueuses. Il s'agissait au départ de préparer une sépulture pour les girafes. Comment traverser toute une iconographie toxique, en faire le deuil et bâtir une politique de restitution. Puis vint la suspension imposée par cette pandémie. Et l'attente a grandi autour du thème du soin. Le soin des autres, le soin de soi-même. 98 dessins ont vu le jour. J'aimerais rajouter un autre remerciement. Un merci à Christine Bluard qui nous a généreusement ouvert les portes de son musée pour que ce si beau projet soit possible. Et c'est ainsi que l'installation Zone de Troc a donc pris son temps pour tisser la forme qui lui fut déployée au Gropiusbau. D'autres formes, certes, ont été abandonnées, mais elles nous ont aidés à former et bâtir un cordon de résistance. Donc, elles ne sont pas perdues pour autant. Et Pélagie, grâce à cette générosité et cette compréhension, cette lueur de Christine Bluard, a été confrontée à l'horreur de la gestion des animaux sauvages sur les territoires colonisés. Spécimens naturalisés des corps mutilés qui sont gardés dans les réserves du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, initiative qui a vu le jour en 1910 et dont la double mission, l'éducation des masses et la propagation des idées coloniales, a inspiré d'autres villes européennes occidentales à constituer aussi leur musée de culture du monde. Et c'est ainsi que l'installation est née au Gropiusbau. Mais en vue du retour de ces animaux sauvages, les aminos, âmes et animaux ensemble, entités hyènes et entités moutons, en vue de leur retour à Bruxelles, ces aminos ont reçu en secret la présence de Pélagie, qui leur a dédié une cérémonie gestuelle. Moment d'épiphanie sans le public, quand le musée est fermé, et qui permet donc de pérenniser des gestes pour des archives collectives. Et le temps s'est à nouveau inscrit dans ce projet si actuel, dont le passé a été, je cite, ficelé dans le ventre même de la bête, dans l'antre du navire négrier. C'est de si loin qu'il faut venir. Fin de citation. Enfin, c'est une citation que je fais de tête, je ne suis pas tout à fait sûre des termes exacts. Pélagie me parlait glissant. Et je lui envoyais les films et les photos de Cassiel Vitorino Brasileiro, dont le nom de famille, Brasileiro, lui fut attribué par le propriétaire allemand de la plantation qui tenait son arrière-grand-père en esclavage, Augusto Brasileiro. Le trauma est brésilien. Titre à mille tranchants. Construire un corps pour le futur. Pour Cassiel, l'art est une invitation à désapprendre une épistémologie coloniale qui s'est acharnée à se dire universelle. Et Cassiel était presque dans la même salle que Pélagie dans le Gropiusbau. Elle me parlait tout monde et je lui répondais chute du ciel. Et je lui répondais suspendre le ciel, terme de David Kopenawa Yanomami et Ailton Krenak, qui ne cesse
d'interpeller notre espèce. Sommes-nous vraiment une humanité? Sommes-nous vraiment une humanité? Ou encore, l'humanité est-elle un destin? Car, disent-ils, Yanomami et Krenak, méfions-nous de ce destin unique qui nous accapare et qui nous confisque la vie. C'est pour cela que le peuple Krenak fait alliance avec la forêt, la montagne, la rivière. Et Krenak de nous avertir que la pandémie nous montre un virus qui circule sur la planète et ne possède qu'une seule adresse, l'humain. Que nous ne sommes pas l'humanité que nous pensons être. Que détruire des forêts, des paysages entiers n'est pas une qualité de l'ordre de la vie. Qu'il y a des milliards d'autres êtres et que tous sont humiliés par ces crimes. Pierre Dardot et Christian Laval, dans La Nouvelle Raison du Monde, dénoncent la métastase du système global, tragédie de l'Anthropocène. Bref, la contractualisation des relations humaines et le moulage de notre subjectivité. Et je cite, « Plus que jamais, le contrat devient l'étalon de toutes les relations humaines. » Fin de citation. Nous autres qu'humains, sujets, objets, définis à partir d'une productivité à outrance, néo-sujet, subjectivité impliquée dans l'activité qu'on lui demande d'accomplir. Même le désir de se réaliser, nous disent ces deux auteurs, est happé dans cette logique. Même le projet que l'on décide de poursuivre pour soi-même, le bien-être, le plaisir, le bonheur. Et c'est ici effectivement la réduction absolue du bénéficiaire en consommateur. Chère Pélagie, comment comprendre et concilier le travail des chamans qui essayent d'empêcher la chute du ciel qui est déjà tombé plusieurs fois auparavant? Et comment concilier donc ce travail avec celui des populations afrodescendantes et trans-LGBTQI qui œuvrent, elles, pour la fin de ce monde? Et c'est une idée de l'artiste et penseur J. Mombassa. Rappelons Frantz Fanon, Les damnés de la Terre de 1961, de la décolonisation comme un programme de désordre absolu, le démantèlement, l'anéantissement sont, c'est et nos thèmes récurrents. Alors, chère Pélagie, comment se tendre le ciel? David Yanomami, David Kopenawa Yanomami, nous dit et nous répète que les Blancs, parfois, arrivent à rêver, mais ils rêvent toujours de leur nombril. Savoir écouter les signes, la fumée, les glissements de terrain et les coulées de boue. Le soja détruit la terre. Les invasions, les mineurs illégaux ne sont que conflits et misère. Population traditionnelle. L'extractivisme des ressources naturelles ne fait que s'accélérer. Yanomami, gardien de la forêt amazonienne, voici l'aberration actuelle. Les Blancs, ayant tout détruit, demandent au peuple autochtone de sauver le monde. Alors, indignons-nous avec Krenak. Est-ce le moment d'envoyer des gens sur d'autres planètes? Chère Pélagie,
Quel est le rôle du rêve pour suspendre le ciel? Elle me répète que les murailles de la ville sont en branle. Je lui demande si une nouvelle vie est possible. Nous sera-t-il donné de survivre ensemble, collectivement? L'édifice, la maison du monde, c'est notre corps, dit-elle. Il n'y a rien à attendre. Il n'y a plus qu'à faire. Tu es ton propre présent et ton propre futur. Pour une nouvelle économie urgente qui ne passera plus par l'objet, mais par l'humain, dit-elle. C'est ainsi que le marché qu'elle propose est une zone d'oralité. Pélagée en arrive même à évoquer, j'allais dire invoquer, une sculpture thérapeutique. Sans que j'aie pu voir, malheureusement, le second volet de la zone de troc, je peux néanmoins vérifier que la dimension liée au partage a gagné de l'ampleur quand je la compare à la zone de troc qui a eu lieu à Berlin. Mais j'aurais 1000 questions à vous poser, chère Pélagie. Par exemple, pourquoi le salon de coiffure s'est-il imposé? Je vous demande aussi, comment est-ce que vous continuez à travailler en tant qu'artiste? Avez-vous pensé à de nouvelles méthodes pour la zone de troc qui se passe en ce moment à Bruxelles? Est-il possible de réfléchir à une nouvelle réalité, à de nouvelles normes de production en pleine pandémie? Est-il possible effectivement de ralentir l'accélération de la précarité, de ralentir la faim et la misère? Qu'est-ce qui marque notre temps? Demandait Aimé Césaire. Et je réponds, une crise sanitaire qui entraîne une crise de paradigme. Alors à présent que nous y sommes, sommes-nous à même de formuler quel monde nous voulons? Alors Pélagie, comment suspendre le ciel? Et je vous dis que Crénac, sans connaître Pélagie, et Pélagie sans connaître Crénac, ont établi une connexion avec la vie qui nous enseigne que seule la vie, c'est-à-dire seule la lutte contre des politiques, contre la mort, donc la nécropolitique, seule cette connexion peut suspendre le ciel quand la terre se sent pressionnée par sa proximité. Je vous remercie de votre écoute. Merci, chère Lisette, pour cette incantation généreuse et cet acte politique. Je vais essayer de vous répondre par une autre incantation. J'ai choisi comme titre de cette lecture « L'échange et la promesse d'une destination, chère Lisette ». La seule chronologie qui me vient à l'esprit est la ligne du cœur et de l'amitié. Je remercie toute l'équipe de Kunstfestival de m'inviter à cette conversation avec Lisette Laniado, une des commissaires de la 11e Biennale de Berlin, avec qui j'ai eu l'occasion de cheminer pour préparer et réaliser le projet qui s'intitulait « Zone de troc au Gropiusbau » à Berlin. L'œuvre posait un cadre de réflexion avec le troc entre la mémoire coloniale tronquée
et la restitution des objets du continent africain qui dorment dans les musées en Europe. On peut mettre les images qui accompagnent ce récit. J'ai envie de partager ce poème écrit à l'attention de ces objets pour le Batterzone à Berlin. Ceux qui manquent. Tiroir 1. Poussière 2. Nez cassé. Bout de bois. Bout de soie. J'ai mal. Tu as mal. Qu'importe. Nous sommes muselés. Seul le lien invisible nous affranchira. Ils ne voient rien depuis des siècles. Nous dansons les mêmes pas. La cadence est répétée jusqu'au firmament. Il n'y a qu'un seul retour, celui vers une inconnue. Qu'est-ce que la restitution? Un peu de vérité sur l'os déjà rongé de honte. Chut. Ces mots sont bruts. Je sais qu'il ne faut plus parler feutré. Que la colère tangue vers le cri de la beauté, que se taire à mille pattes englue les désordres. En suspension, pendant que la comédie à visage découvert joue la même scène. Le monde a déjà plus de 1000 cernes. Tous les enfants attendent un nouveau jour. Tous les objets chuchotent la devise « Rendre » avec l'élégance de la plume de Pan. Debout, ils attendent, endormis, que le jour se lève. Debout, immobile, le jour, ils attendent, endormis, que la nuit les berce. C'est au détour d'un autre poème sur ces objets qui dorment qu'un don tacite s'est opéré entre Lisette et moi. En effet, Lisette me renvoie. J'aime ce poème qui commence par objet et qui se termine en questionnant l'humanité en tant qu'objet. Un extrait. Tout se vend, platitude, hochement de tête. Ils ont essayé de te prendre dans les caisses. Tu t'es sauvé. Emballé sous le bras lors des razzias, tu n'as donné que la copie de ton ombre. À présent, autrefois, un jour, toujours, depuis de nombreux cartels tentent de te réinventer. L'invisibilité, toujours à l'horizon, humanité. Pourquoi la nommer puisqu'elle se vit? Point d'interrogation et on reprend. Objet, tout se vend, platitude, hochement de tête. De ce poème, de ce cadeau, de l'installation, Lisette m'a offert en retour un livre précieux, Idée pour retarder la fin du monde, de Ailton Krenak, que j'ai dévoré dans le train Berlin-Bruxelles. Cette trace a inspiré le texte qui porte le projet de Bruxelles. Je ne sais pas, chère Lisette, si vous le saviez. Voici le texte, je le lis. C'est « Il, elle, harangue la foule pour que chacun puisse porter l'édifice. Elle, il, demande aux passants de livrer tous les secrets pour sauver ce qu'il reste. Depuis ce jour, elle, il, écrivent des récits pour retarder la fin du monde. » Préambule de la zone de troc à Bruxelles. Nous vivons dans une extrême précarité de la relation. Pour que la ville tienne debout, il faut des pavés d'histoire. Pour que le corps tienne debout, il nous faut des organes de récit. Comment échapper à une économie marchande de notre rapport au monde, si ancrée dans les systèmes et les pratiques dans lesquelles nous vivons? Il va falloir sauver nos rêves, nos existences. Inventons des utopies agissantes pour construire des habitats de la relation.
Il faut savoir que j'ai reçu de nombreux cadeaux qui ont alimenté la jeunesse de la zone de troc. Partir au Congo pour la première fois, rencontrer des personnes extraordinaires, prendre conscience de la dimension de l'extractivisme néolibéral dans l'un des pays les plus fournis en ressources naturelles a complètement renversé mon rapport à la géographie et à l'espace. L'idée du troc est née d'une conversation lors de mon séjour à Lubumbashi, alors que je menais des recherches dans le cadre de la Biennale de Lubumbashi entre septembre et octobre 2019. J'ai passé 3 semaines en résidence d'artiste. Je remercie Samy Baloginier, Sandrine Collard et toutes ces femmes de la communauté qui cassent les pierres. Vous êtes ici présentes. Nous sommes dans l'ubiquité, ici et maintenant. C'est au cours d'une discussion que j'ai entrevu le fil de ma recherche sur les femmes qui cassent les pierres. Ces femmes travaillent à main nue, sans protection, en plein soleil, réduisant de grosses pierres en gravier, des minerais, des déchets de platinium, des rejets de cuivre et de fer. Elles remplissent des seaux qu'elles vendent pour survivre. 3 heures de travail pour remplir un seau coûte 20 cents. 3 heures de travail pour remplir un seau coûte 20 cents. Je me suis donc rendue à Kipushi et j'ai compris la métaphore de la tragédie du XXIe siècle, un lieu indescriptible de désolation humaine où tous les ingrédients de la folie sont réunis, condensés, richesse colossale de minéraux, conditions de travail dépassant l'entendement, surexposition des corps à la toxicité des minéraux, lieu de prédation de toutes sortes de multinationales pour construire des matériaux innovants partout dans le monde. La liste est non exhaustive. Réaction, émotion, transformation, action. C'est dans cet étonnement, dans cette empathie face à la souffrance de ces femmes que ma pratique artistique s'est muée en force de dépassement créatif. De là a commencé une collaboration avec ces femmes. De là, l'une d'elles m'a parlé de la zone de troc. Puis nous nous sommes rendus un matin dans ce marché entre Kipushi et la frontière de la Zambie. Le troc de denrées de première nécessité se fait là. J'ai été sidérée par la sagesse de ces femmes qui vivent dans une précarité énorme et qui, dans un sursaut de survie face à la faim, entrevoyaient à travers le troc un mode de préservation du lien social face à la détresse et à la tragédie. Cette expérience m'a profondément marquée de l'intérieur et m'a emmenée à réfléchir sur les notions de don et de l'échange dans une dimension macroscopique, puis à alimenter les questionnements sur les restitutions des objets d'art, puis sur la marchandisation des corps, sur l'exploitation humaine et des ressources naturelles, les crises écologiques, la révolution verte. La rencontre avec ce marché a engendré pour moi une réflexion sensible sur la précarité, tant matérielle qu'humaine, sur le rapport marchand, les alternatives et les alternatives à l'économie capitaliste. La zone de troc 2 à Bruxelles porte aussi la trace de cette expérience. Lorsque l'on m'a proposé un projet pour le Kunstfestival des Arts à Bruxelles, j'ai immédiatement pensé à la vulnérabilité et à la précarité de la relation et des liens qui sont affectés et visibles dans les villes des grandes mégapoles européennes. Le lien avec Bruxelles et ici et maintenant était fait. L'impact du capitalisme sur les corps et la santé mentale est devenu visible et viral.
d'où ce pamphlet qui m'est venu un matin au réveil. Il n'y a rien à attendre, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus d'objet, tu es le seul acteur. Il n'y a plus que tes mains et tes membres qui te demandent d'agir. Tu es ton propre présent et ton propre futur, ton début et ta fin. Il ne te reste que la volonté pour vivre ta vie comme une pièce d'art. Mais tout seul, que peux-tu? Mais tout seul, que peux-tu? Si l'arbre n'entend plus ta complainte, si aucune bouche n'accueille tes désirs, si tu parles à des pierres qui sont fermées, alors que vaut ton existence? C'est ça le marché de l'oralité, une place où tu es présent au regard des autres. Il suffit d'être soi et de faire une sortie de soi-même. Puis, le manifeste du marché aux idées. C'est un marché inédit, car il n'y a aucune marchandise à vendre. La seule valeur, c'est l'économie de la relation. C'est avec cela que l'on bâtira le monde de demain, c'est-à-dire notre présent. C'est un rassemblement tourné sur les valeurs humaines pour se reconstruire et réfléchir à ce basculement historique vécu par la crise pandémique mondiale, qui laisse une dette immense sur nos consciences, tant notre rapport au monde a été confronté à des changements sociétaux graves en matière de la relation, face à la maladie, face à la notion du vivant et de la mort, au rapport humain, aux inégalités, aux injustices, à notre relation par rapport au travail, au numérique qui se substitue au lien charnel. Puis cette dette sociale, on devra inventer une économie qui passe par le lien aux autres, la solidarité, le troc. Une économie de la sagesse, tournée vers le partage de la terre, par moins de prédation. Comme le dit si bien Donna Haraway, le grand marché et ses marchandises ont, au cours des longs XVIe et XVIIe siècles de notre ère, transformé le monde, transformation globalisante qui donnèrent forme au capitalocène, sans compter le commerce du sucre et des métaux précieux, les plantations, les génocides des peuples autochtones et l'esclavage. Il va falloir inventer une économie du savoir partagé qui peut bousculer la façon de se comporter de façon équitable, comme par exemple répartir la connaissance gratuitement. Vous êtes donc les bienvenus pour activer le troc dans un ancien salon de coiffure avec un objet et un récit personnel. Cette contribution à l'effort collectif de transformation de la société est une utopie agissante. Évidemment, la collecte de récits ne suffit pas à changer le cours de l'histoire. Si on n'a pas du courage d'agir et de poser des actes, la zone de troc ouvre vers des liens en circulation. En échange, des prestations vous sont offertes par des coiffeurs, des musiciens et d'autres artistes ou praticiens. La zone de troc se déploie à l'extérieur les 15, 22 et 29 mai à la place Sainte-Catherine comme une action politique et poétique, une sorte d'animisme urbain pour féconder du sens dans nos vies. Il n'y a que des vivants avec un peu de mélange au début et un mélange tout au long de cette chaîne du vivant. Cette phrase d'Édouard Glissant dans la conférence qu'il a donnée, sa dernière, qui était intitulée « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Alors, ma chère Lisette,
je voulais vous demander quel fragment souhaitez-vous nous léguer aujourd'hui pour continuer la route et quel héritage, par exemple, vos parents vous ont légué et qui continue de vous habiter. Merci, Pélagie. Je réagis tout de suite, sans attendre qu'Éric entre en scène. Oui, je vous écoute. Je ne m'attendais pas à tant. En fait, c'est quand même un format différent de toutes les lives que j'ai déjà vécues. Ce moment si difficile où nous sommes d'une certaine façon sans notre corps l'une en face de l'autre et nous sommes en train de réagir à l'écoute. Mais ce que vous avez fait maintenant est quand même plus qu'une lecture puisque j'ai revu certaines scènes que durant notre échange dans ce diaporama magnifique qui marche devant mes yeux. Et quand j'entends cette question, j'aimerais vous répondre sans vous décevoir que je pense que peut-être, dans mon cas, ce ne sont pas mes ancêtres qui m'enseignent encore, mais ce sont les prochains, ceux qui sont en train de venir, ceux qui sont en devenir. Je ne veux pas diminuer tout ce savoir accumulé, mais il y a quelque chose de très nouveau que nous sommes en train de vivre, et je vous le dis maintenant pour la première fois, et qui est relatif à une autre dimension du temps, qui n'est pas chronologique et qui n'est pas ce temps occidental qui nous a été enseigné et qui vient effectivement du carrefour que vous connaissez très bien, ce temps qui, plus que circulaire, je dirais, qui est ce temps en spirale. Et c'est une pédagogie de la croisée des chemins, de ces carrefours, qui est pour moi ce que je suis en train d'apprendre d'une façon très modeste et humble, et qui transforme ce que j'ai déjà reçu de mes ancêtres. C'est-à-dire, je crois que si j'ai une mémoire à rendre présente aujourd'hui, c'est une éducation référencée par l'éthique. Mais c'est quand même aussi l'absence de la corporéité et l'absence de cet équilibre entre ce que mes ancêtres ont imaginé comme juste et effectivement une vie plurielle. Et je pense que c'est cette écoute qui est à l'orée de votre invitation. Une invitation pour des présences qui ne sont plus unidimensionnelles, mais qui sont multiples et qui sont des mélanges de plusieurs natures. Donc, c'est un peu, voilà, cette réponse que je voulais vous donner, qui vient de l'écoute aussi de cette diaspora africaine. Et je ne sais pas si c'était plus ou moins ce que vous vouliez entendre. Je n'étais pas tout à fait préparée à cette question, mais c'est être à l'orée
de ce croisement de chemin, encruzilhada, échoue. Et c'est avec échoue que j'aimerais apprendre maintenant à avancer. Et vous connaissez échoue mieux que moi. Mais ce temps, il a toujours été là, Lisette. Le temps, le croisement des temps, c'est-à-dire il n'y a pas de temporalité chronologique. Il y a l'instant, il y a l'échelle du temps qui est l'instant et qui s'impose à nous aujourd'hui. Oui. Oui. C'est une leçon du présent. Mais je ne peux pas nier que je viens aussi de toute une civilisation occidentale. C'est ce qu'on nous a appris, oui. Exactement. Et régulatrice. Donc, vous venez, vous, avec votre sagesse. Et je voulais peut-être vous rendre une question, s'il est possible de laisser Eric encore. Je ne sais pas s'il a quelque chose à nous transmettre du public. Mais juste pour réchauffer déjà notre échange et en vous écoutant de nouveau, je vois à quel point vous êtes illuminé par ce que moi j'entends comme un optimisme et qui vient de cette poétique effectivement de glissant, de croire à la poétique de la relation. Et alors, je voudrais reposer la question que je posais d'une certaine façon dans mon texte, qui est doit-on œuvrer pour retarder la fin du monde ou doit-on en finir avec ce monde pour en avoir un autre? En fait, l'idée de collecter des récits pour retarder la fin du monde est une clé pour ouvrir le débat sur le monde dans lequel nous voulons vivre. Et la notion de civilisation, de grande civilisation dans laquelle nous avons été bercés, est pour moi une question qui me trouble, cette notion de civilisation. Il me semble que ce que nous avons fait jusqu'à présent, ce sont des esquisses et que nous ne sommes pas rentrés dans le temps de l'humanité, de ce qu'est l'humain. Le temps long nous enseigne que le temps est traversé par des naufrages, des tragédies, de la violence. Et la question c'est, qu'est-ce que la civilisation? Qu'est-ce que le monde, si ce n'est que des traversées d'expériences? Donc, évidemment, en finir avec ce monde qui est vraiment nimbé de désordre et de violence, évidemment que je pense que nous sommes nombreux à vouloir travailler et œuvrer à créer ensemble quelque chose de nos mains. Nous sommes nombreux et les jeunes sont avec nous aussi. Et je milite pour qu'on écoute la voix des jeunes et qu'on considère le temps de l'enfance et de l'innocence, qu'on laisse la place aux enfants et aux jeunes, qu'on leur laisse la place dans l'espace public et qu'on soit plus à leur écoute pour regarder leur vision. Oui, c'est vrai, j'ai un optimisme qui est vivant et qui est vivace, oui. Parce que le temps, parce que je vis dans un temps qui est à la fois un temps de vie et une célébration de la mort aussi. Donc c'est un temps qui s'inscrit dans la continuité. Oui.
J'ai pas répondu à votre question, Lisette. Je sais que j'étais peut-être un petit peu d'une façon un peu périphérique, mais voilà. Moi, je me sens répondue, surtout que là, quand vous évoquez les jeunes, euh, on en revient à la question que vous avez posée sur mes parents, et si j'avais un legs, un héritage quelconque qui continue de m'habiter. Et en fait, je veux apprendre de mes enfants, vous comprenez? J'entends. J'entends, C'est ça ce Lisette. que je veux dire. Nous avons tous reçu un héritage et énorme. On n'a jamais tellement eu, je pense, entre les ancêtres et la science. C'est quelque chose que Krenak dit aussi. Donc, nous avons tout en main. Nous avons l'histoire et nous avons la science. Donc, ce n'est pas possible que nous n'arrivions pas à transformer ce monde et en faire quelque chose. Et donc, moi, je suis chaque fois plus à l'écoute. Vous avez parlé d'enfance, et c'est ça. Je veux écouter ce qui est à venir, et ce qui est en devenir. Et c'est là que réside mon espoir, mon espérance, et dans ce qui est à venir. Mais ce qui est à venir est présent. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que cette humanité n'est pas encore rentrée dans le présent. C'est ce qui est un marqueur, je trouve, de cette époque contemporaine, c'est qu'on n'est pas rentré dans le présent. Je vous écoute. C'est intéressant aussi d'écouter le silence et d'avoir du temps pour l'écoute aussi. Oui, je vous entends. On a beaucoup de mal, effectivement, à ne pas penser à ces plis entre passé, présent et futur. Mais je pense que quand je pense au futur, pour moi, c'est une notion de transformation. C'est une notion de peau qui se détache pour faire voir autre chose. C'est encore le même corps qui était déjà là, vous avez raison. Et c'est ce muet, c'est comme la peau du serpent. Voilà. C'est la mue, oui. Oui. Voilà. Ce temps nous offre peut-être la disposition de pouvoir observer notre propre mue. Voilà. Oui. Et la suspension de cette accélération nous a été donnée. Très bien. Est-ce que nous avons des questions du public? Je suis là aussi pour penser à recevoir des questions qui pourraient être aussi bien dirigées à Pélagie, ou à moi, ou à l'installation qui a eu lieu ici à Berlin. Je ne sais pas si... Parce que je n'arrive pas à lire les questions. Je pense qu'elles vont arriver après. Oui. Et que mais c'est formidable d'écouter Krenak résonner en vous. Et quand j'ai terminé ma présentation en disant Pélagie sans connaître Krenak et Krenak sans connaître Pélagie, j'ai eu du coup l'envie de vous présenter l'un à l'autre.
Oui. Et que vous évoque, par exemple, la dimension du rêve? Alors, j'y ai pensé quand j'ai préparé ce texte, parce que le rêve fait partie, d'une certaine façon, de l'une des idées pour retarder la chute du ciel. Parce que pour David Schopenhauer, le blanc, comme je l'ai dit, le blanc a l'habitude de se réveiller et de dire ah, je ne sais pas si j'ai rêvé, en tout cas, j'ai oublié mon rêve. Et la différence avec les peuples traditionnels, c'est qu'ils se retrouvent pour se raconter des rêves. Et ces rêves annoncent des choses. Et donc, quelque chose que j'ai écouté de David et de Ailton Krenak ensemble, et de Siddhartha Ribeiro, qui est un neuroscientiste brésilien qui travaille sur des questions aussi du corps. Et il y a eu maintenant, non seulement au Brésil, mais je pense que dans différentes parties du monde, des collectes de rêves qui ont été produits durant la pandémie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces initiatives d'envoyer des rêves qui ont de notre inconscient, des formes que notre inconscient a prises durant la pandémie ou durant le confinement. De la même façon qu'il y a eu des initiatives pareilles durant le régime nazi ici en Allemagne. Et le fait de pouvoir se rencontrer et partager ses rêves, permet effectivement de retarder, disons, la chute du ciel. Et c'est là que je reviens à votre zone d'oralité. Parce que pour moi, qui ai fait quand même 10 ans d'analyse, je pense que pouvoir parler rêve, c'est l'oralité, qui est une dimension tout à fait différente de l'écriture, par exemple. Oui, parce que je pense qu'elle nous renvoie en fait à notre rapport aux éléments. C'est-à-dire que le corps est un organe qui vibre. Voilà. Et donc, oui. Et donc, l'oralité, elle nous renvoie au rythme, à l'essentiel, aux fondamentaux. Et l'oralité est une architecture aussi. Elle nous façonne ensemble aussi. C'est ça la sculpture, la sculpture thérapeutique aussi, le projet en fait. Oui. Ouais. C'est une forme. Que vous avez comme ça des concepts que je suis en train de garder pour votre rencontre. Et l'utopie agissante, la sculpture thérapeutique. Enfin, j'ai gardé de ce deuxième moment de la zone de troc aussi une mutation. Et je sens, sans avoir vu cette sculpture vivante d'une certaine façon, je sens que l'atmosphère de la réserve technique que vous avez rencontrée, comme si c'était les greniers, disons, les greniers de la colonisation du musée de Tervuren, j'ai comme l'impression que vous avez enlevé toute une poussière qui était encore là à Gropiusbau. Et je ne sais pas si c'est un réflexe de la pandémie
qui a fait en sorte que vous avez besoin d'interpeller et de rappeler ces corps justement à être là. C'est pour ça que pour moi, quand je vous demande pourquoi un salon de coiffure, je pense à ce contact avec la tête, cet endroit qui C'est ça. Oui. Oui, c'est ça. J'ai le sentiment que les corps sont endormis, que les membres sont endormis et que la tête, elle nous interpelle au plus profond de nous et qu'elle a besoin qu'on s'y arrête et qu'on prenne soin. On doit soigner nos têtes pour porter nos corps. Exactement. Ouais. Nous vivons nous vivons aussi ce basculement dans les corps. Donc c'est aussi, le salon de coiffure, c'est aussi rattacher la tête au squelette. Mais le squelette, c'est la maison du monde aussi. Oui, c'est ce que le corps en transformation, le corps pur de Cassiel, essaye aussi de nous dire quel corps devons-nous construire pour faire face à ce qui vient. Et il y a aussi dans le salon de coiffure la dimension aussi du lieu commun. C'est un lieu commun. Et donc tout aussi, toute cette gestuelle aussi qu'on doit aussi se réapproprier et qui a été endormie aussi pendant tous ces temps d'isolement, tout ça. Donc il y a vraiment aussi, c'est un lieu en fait où on encense aussi en fait une sorte de, ouais, de cérémonie comme ça, où les corps viennent se rencontrer aussi, même les corps muets aussi. On est aussi dans une dimension du non-verbal et aussi dans cette posture d'humilité où on vient déposer quelque chose et ouais, je pense que le temps de l'humilité, c'est celui qu'on traverse aussi. Hein. Moi, je n'arrive pas à détacher votre parcours de toute, évidemment, une poétique, ça je l'ai déjà dit, mais aussi une politique. Et une politique, dans ce cas, de délier toute une épistémologie coloniale. Donc même le salon de coiffure, qui apparemment vient nous répondre à ce temps d'isolement, je ne sais pas si j'ai tort, mais ce temps d'isolement me transporte au temps de la colonie. Donc c'est un espace où on vient réparer alors, restaurer, réparer les corps fragmentés, les zones affectées, oui. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans ce basculement où il me semble qu'on doit se rassembler pour faire résonner en fait les parties, les silences, quoi, les fractures, les blessures. Mais c'est pour ça que dans le pamphlet, donc à un moment donné, il est dit que tout seul, on ne peut pas, enfin je veux dire, quel est notre avenir? C'est-à-dire qu'on arrive, je pense, à une sorte de paroxysme de l'individualisme et que cette impasse-là nous emmène sur maintenant à nos corps défendants, maintenant sur d'autres chemins. Et c'est ça aussi. C'est ouvrir la voie, c'est-à-dire ouvrir les carrefours, les routes, les croisements pour pouvoir
générer en fait et féconder des liens, du sens. Mais il y a cette urgence-là. Il y a cette urgence-là et cette gravité-là. Et peut-être qu'ensemble, on peut réussir à la faire résonner et à nous réveiller. Donc, vous voyez cette résonance. Est-ce que ce que je viens de dire fait sens pour vous? Est-ce que vous voyez une résonance entre cette vie qui nous a été confisquée à cause de la pandémie en ce moment, mais qui en fait nous actualise sur d'autres traumas. Vous comprenez? Ah oui, 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 bien sûr. C'est là, c'est ça, la zone. Ce n'est pas que cette pandémie. Non, 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 non. Non, la pandémie, c'est juste un close-up, un zoom. Mais la violence, elle est là, elle est à son, elle est battante, quoi. C'est-à-dire que on sent que les corps sont éreintés. D'abord, les corps sont fatigués. Donc, comment continuer la route? À un moment donné, vous me posez la question. Mais les corps sont fatigués, il faut les restaurer. Il faut restaurer les corps. Oui, il y a cette réminiscence de ces périodes de spéculation en fait sur les corps, de l'économie, de la marchandisation, sur justement des corps qui sont complètement éreintés. Donc, de cette métastase que justement Pierre Dardot et Christian Laval parlent. Et vous parlez d'éreinté, c'est quelque chose de très physique. Disons, c'est un corps qui a été battu. Et moi, je pense que pour moi, la métastase, elle est peut-être plus négative dans le sens que j'ai parfois l'impression que toutes les cellules ont déjà été contaminées. Et j'aime vous entendre car regardez un espoir. Avec vous, effectivement, il y a toujours un espoir, il y a toujours un optimisme quelque part, même dans les moments les plus difficiles que nous avons traversés, entre le moment où je vous ai invité pour l'exposition, nous ne savions même pas si la biennale allait avoir lieu, et vous avez été d'une sagesse, d'une difficulté, vous avez compris que ce qui devait être fait serait fait, et vous avez eu confiance. Et ça c'est rare, effectivement. Nous sommes arrivés à un résultat qui, à mon avis, continue encore à résonner. Cet optimisme est quand même empreint d'humilité, de sagesse, parce que il me semble que on n'a pas célébré le deuil, il n'y a pas eu de deuil national. Et donc, ceux qui ont traversé ça et qui sont vivants se doivent d'avoir une posture optimiste. Et oui, c'est un devoir. Merci. C'est un devoir. Face à nos pertes. C'est un devoir. C'est une leçon. Je ne sais pas si je continue. Je pense qu'on peut prendre des questions.
s'il n'y a pas de questions, alors on peut peut-être vous remercier, Lisette, pour votre disponibilité et pour la force de vos mots. Je vous remercie d'abord pour m'avoir choisi. Je pense, et je le répète, toujours une bouffée d'espoir. Mais je voulais répéter qu'en fait aujourd'hui c'est une journée historique pour le Brésil. Et je crois qu'entre vous et moi, il y a quelque chose comme ça qui se tisse, qui vient du Congo, qui passe par le Bénin, le Sénégal et maintenant le Brésil. Et c'est une journée de lutte en ce moment au Brésil, contre toutes les injustices, au nom de toutes les pertes qui ont lieu au Brésil. On se retrouvera très bientôt. D'accord. Alors, j'en profite pour remercier toutes les personnes que l'on ne peut pas citer et qui nous accompagnent dans nos projets. Je remercie toutes les personnes aussi qui m'ont permis de réaliser la zone de troc à Bruxelles. Ces personnes-là sont nombreuses. Et alors, je vous souhaite la bienvenue alors dans le lieu. Je vous embrasse. Je vous remercie. Oui. Au revoir. Au revoir.